Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Pour quiconque vit en Mauritanie, il est impossible de ne pas les voir. Ce sont eux qui cirent les chaussures pour quelques ouguiers à la paire, qui vendent bonbons et cigarettes à la sauvette, qui tendent la main devant les cafés, à la sortie des grands magasins, devant les mosquées et à côté des feux de stop. Ce sont eux qui, autour des bornes fontaines, remplissent des barils d'eau à longueur de journée, qu'ils mettent sur des charrettes ainsi dans les quartiers périphériques de Nouakchott pour vendre de l'eau. Ce sont eux qui bossent dans les garages et aidant à réparer nos véhicules en panne. Ce sont eux qui sont embauchés, entre guillemets, comme gardes-enfants dans nos maisons, où la frontière entre travail et esclavagisme est souvent franchie. Les enfants constituent une main-d'œuvre bon marché et docile. Et Dieu seul sait dans quelle mesure leurs droits peuvent être bafoués au quotidien. Oui, car ces enfants ont des droits. Et parmi ces droits figure celui de vivre en famille, celui d'être respecté dans son intégrité, d'aller à l'école, d'être soigné, de jouer, de rire, de donner son avis, de vivre comme un enfant. Devant toutes les situations d'asservissement, ces droits sont systématiquement ignorés et bafoués. Cependant, le travail infantile est culturellement considéré comme un mal nécessaire, voire un précieux apprentissage de la vie dans les couches de population les plus défavorisées. Bref, les enfants et adolescents travailleurs font partie de notre paysage. Mais l'exploitation infantile existe sur tous les continents et prend des formes différentes selon les traditions et les cultures. 168 millions d'enfants, ou même 250 millions d'enfants, travaillent dans le monde aujourd'hui, dont 100 millions contraints à des activités dangereuses. Donc nous n'aborderons pas le travail des enfants comme une question isolée, mais comme partie intégrante des efforts nationaux en vue du développement économique et social. Et bien sûr, pour débattre de ce sujet, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, M. Abdallah Boumedienne, spécialiste de la protection de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Selmoul Hanevi, journaliste, activiste de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc on va parler du travail des enfants. Je commence par vous, M. Abdallah, vous êtes à droite. Donc, comment définir en fait le travail des enfants? Est-ce que c'est tout travail ou activité qui prive l'enfant de son enfance, ou plutôt toute activité qui porte préjudice à la santé physique, mentale des enfants et qui entrave le bon développement? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais également faire une précision. Vous avez parlé de moi, me donner un titre de spécialiste de la protection de l'enfant. Il y a 6 ans, j'étais à l'UNICEF. C'était mon titre professionnel. C'est bien pour ça que oui, nous avons mais j'ai quitté vous a invité. l'UNICEF depuis 6 ans. Je me suis occupé d'autres choses. Entre-temps. Je crains ne plus mériter ce titre. Oui. Mais faisons comme si. Hein. Donc, par rapport au sujet que vous venez d'évoquer et surtout de l'introduction que vous avez faite et qui est complète, je voudrais dire que la protection de l'enfant est un droit qui est consacré par tout un arsenal juridique international, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies, ratifiée par la Mauritanie, les conventions de l'Organisation internationale du travail, à savoir la Convention 182 sur l'âge minimum, la 138 83 et 82. et la 190 sur les 92 pardon, sur les pires formes du travail. Donc cet arsenal juridique international qui a été ratifié par la Mauritanie et donc qui devient partie intégrante de son arsenal juridique et même supérieur à son arsenal juridique national parce qu'il prime sur la Constitution, devient une obligation pour nous autres Mauritaniens, que ce soit
pouvoirs publics, que ce soit la société civile, que ce soit les familles, etc. Et en parlant plus précisément... C'est quoi le travail, hein? C'est un travail dit acceptable et qui permet la scolarisation de l'enfant et qui contribue à la socialisation de l'enfant. Mais il y a le travail inacceptable et c'est ce qu'on appelle le travail des enfants parce qu'il est trop longtemps, il s'exerce sur des enfants trop jeunes, il s'exerce dans des conditions dangereuses. Il porte préjudice voilà. à la santé voilà. physique et mentale d'un enfant. Exactement. Donc, et là, on peut dire qu'il y a deux formes de travail d'enfant, les travaux dangereux et les pires formes de travail. C'est l'exploitation. Voilà, tout à fait. Les pires, on peut lister cela, on peut revenir à ces conventions qui font des précisions très détaillées de ce qu'on appelle travaux dangereux. Ce sont les travaux, par exemple, dans les métiers de construction, dans les mines, dans l'utilisation des machines lourdes, dans l'utilisation des métiers qui émettent, qui mettent les enfants en contact avec les pesticides, avec des produits dangereux. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, il y a les pires formes de travail des enfants, comme les enfants soldats, comme le travail forcé, comme le trafic des enfants, comme la pornographie, comme la prostitution des enfants. Ça, ce sont des pires formes du travail. Et donc, c'est ces deux formes de travail qui sont, qu'on appelle travail des enfants. Et l'UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en fait une définition et il en a adopté plusieurs protocoles facultatifs relatifs aux pires formes de travail des enfants et relatifs à l'implication des enfants dans des conflits armés. Je crois qu'à ce niveau, on peut dire que c'est ça le travail des enfants. C'est le travail inacceptable, c'est les travaux dangereux, c'est les pires formes de travail. Donc, en gros, les pires formes de travail des enfants, et puis on a le travail dangereux. Voilà, exactement. Donc, monsieur Esselmou, si on peut considérer que certaines activités ne sont pas, on ne peut pas les considérer comme étant travail ou exploitation. Par exemple, aider les parents à accomplir des tâches familiales quotidiennes, ce n'est pas de l'exploitation des enfants, ça. Oui, tout d'abord, moi je vous remercie doublement parce que vous m'avez permis de participer à une mission aussi importante et stratégique en tout cas pour, bien sûr pour le monde, mais pour la Mauritanie en particulier, parce que c'est l'objet de l'émission. Merci. Naturellement, c'est un problème humain, c'est un problème social, c'est un problème éthique, c'est un problème, je veux dire, c'est un problème vraiment qui mérite... Fléau, voilà, c'est un grand problème qui mérite beaucoup plus qu'une émission en réalité d'une heure de temps, 2 heures. C'est un problème vraiment de grande actualité d'abord pour le pays, de première préoccupation nationale. Et donc chacun de nous ici a été confronté une fois dans sa vie à des problèmes donc, de ce genre. Et c'est des problèmes effectivement avec lesquels nous vivons tous les jours quotidiennement. Je pense que votre introduction a pratiquement résumé, caricaturé en fait l'image des enfants aujourd'hui. On ne peut pas, comme vous l'avez dit dans votre introduction, dissocier le problème des enfants du problème global du pays. C'est ce que, quand on parle des enfants, moi avant de venir, j'ai regardé un peu comme ça en diagonale, et j'ai vu que dans le rapport de l'UNICEF, j'ai vu un chiffre vraiment très inquiétant, parce qu'ils ont parlé de 16% donc, du total de la population mauritanienne qui est estimée aujourd'hui à un peu moins de 3 800 000. De 16%. 16% des enfants, effectivement, qui travaillent précocement.
Donc ils sont, je veux dire, exposés à des travaux précoces. Et c'est pour ça quand même de 3 800 000, ça fait quelque chose comme 600 000 personnes. 600 000 ouais, ça enfants. fait beaucoup. Et puis, donc ça fait beaucoup et c'est un problème vraiment très sérieux. Et moi personnellement, quand je vais parler des enfants, je ne parle pas seulement des travaux forcés, je parle également des dérivés dans ces problèmes. Un enfant, pour qu'il soit exposé, il faudrait qu'il soit en déperdition scolaire. Il faudrait qu'il ait manqué effectivement sa place est à l'école. Voilà. Pas... Sa place, normalement, naturellement, elle est dans les bancs. Mais s'il manque effectivement cette place, il faut le retrouver ailleurs. Et ça, c'est un problème qui revient à des politiques croisées de l'État, des parents, de la société. Quand on regarde aujourd'hui, quand on fait un peu une comparaison, si elle peut se faire, d'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas, l'enseignement public aux années 70, je pense que la société mauritanienne avait moins de problèmes effectivement d'enfants qui faisaient des travaux de ce genre. Quand on entend M. Abdoulaye, M. Modiane parler des pires formes de travail des enfants, en fait, que ce soit des formes d'esclavage, de pratiques similaires que le travail forcé, traite, servitude, et il y a des servitudes pour dette qui existent d'ailleurs, le servage qui existe dans des cultures, surtout des cultures asiatiques. Est-ce que vraiment ces activités illicites ou susceptibles de nuire à la sécurité, à la santé, à la moralité des enfants, est-ce que vraiment c'est le cas de ces 16% dont parle... Si. Moi j'ai vu, il a parlé de l'arsenal plutôt international, mais moi j'ai regardé en diagonale comme ça et j'ai vu que la Mauritanie avait ratifié au moins 5 conventions internationales liées directement ou indirectement à l'enfant. Ça c'est très clair. Là également, j'ai regardé en diagonale toujours et j'ai vu qu'elle a au moins, je veux dire, fait des lois, des ordonnances, qui sont au nombre de 9 je pense, je ne suis pas rentré dans les détails, mais qui sont liées également donc, à ce problème d'enfant. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le problème juridique qui pose un problème aujourd'hui, c'est le problème peut-être du suivi justement et de la mise en application de ces lois. Parce que c'est ça réellement le véritable problème. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un mélange quand on parle je sais pas, mais en Mauritanie, on a souvent des enfants qui aident leurs parents dans des tâches familiales. Et puis il y a le recrutement quand même, conflit armé, trafic de stupéfiants, pornographie, tout ça. Ce n'est pas vraiment le cas de la Mauritanie. Enfin, je crois bien. Enfin, il y a, bon, au niveau de la Mauritanie, il y a un problème d'abord qui est lié à l'enseignement, c'est-à-dire les réformes de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, en Mauritanie, nous avons pris de grandes décisions qui ne sont pas véritablement, je veux dire, qui sont en décalage avec le capital du pays lui-même, c'est-à-dire sa capacité. Quand aujourd'hui on sépare l'enseignement public avec l'enseignement au profit de l'enseignement privé, en fait, qu'est-ce qu'il nous a amené? Quelles sont les solutions que l'enseignement privé aujourd'hui a amenées pour la Mauritanie? D'abord, il a vidé l'enseignement public de ses compétences, ça c'est la première des choses, parce que l'ensemble des enseignants aujourd'hui est au public. Et vous croyez que ça va, vous croyez que ça touche les enfants plus que tout le monde? Mais naturellement, quand il vide, aujourd'hui, il y a deux sociétés parallèles. Il y a une petite société, une high société, dont les enfants et les filles sont au lycée français, et donc dans des lycées en fait nantis, qui payent beaucoup d'argent pour donc les former, etc. Et donc les pauvres sont obligés à envoyer leurs enfants travailler. C'est une obligation. Soit elles sont obligées de les envoyer travailler, donc comme dans les images que vous avez montrées. On va parler de ces sujets parce que c'est extrêmement important, la responsabilité de la famille et tout. Monsieur Modiane, donc tout à l'heure vous avez parlé des pires formes et du travail des enfants et puis travail dangereux et tout. Quand on regarde, en fait, là tout à l'heure, je disais à M. Hanifi, en Asie, par exemple, il y a des fillettes qui sont vendues pour alimenter des réseaux d'opposition, et puis il y a des enfants qui travaillent afin d'éponger des dettes familiales. Ça existe dans cette culture-là. En Afrique, les parents vendent souvent leurs enfants contre des bétails, parce qu'il y en a des enfants qui sont vendus un bœuf, un enfant, ou pour travailler dans des usines, des mines, surtout la guerre, exploiter pour travailler dans les plantations. Est-ce que, bon, en Amérique du Nord, en Amérique latine, ils sont victimes surtout de la pollution pour répondre à l'appétit pervers des touristes. Et ça, c'est une autre forme d'exploitation. Quelle est la forme d'exploitation en Mauritanie qui est la plus criante? Écoutez, je crois que il faudrait... tout à l'heure, vous avez avancé le chiffre de 16%. Ouais, 16%, il dit... Les 16%, c'est les 16% des enfants. Oui. Qui ne font pas 3 millions.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les chiffres de 16%, c'était c'était dans l'enquête à indicateurs multiples de 2004. 2012 2004. Non, j'ai vu 2012, moi. Moi, j'ai sous les yeux celle de 2012. Celle de 2012, j'ai sous les yeux, c'est pire. C'est empiré. Oui, parce que le pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans le travail est de 21%. De 5 à 11 ans. Ça fait 1% de excusez-moi, les 16%, enfants. Non, les 16%, c'est de 5 à 14 ans. C'est oui, je vois justement. Et puis, il est de 22%. Parce qu'à 14 ans, est-ce que c'est limite d'âge? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on parle là dans les pays de développement. C'est quoi la limite d'âge? J'ai le document sous les yeux. Il est de 22% pour les enfants de 12 à 14 ans. 12-14 ans, c'est 25%. Oui, c'est 22%. Et au total, la prévalence du travail des enfants est de 22% pour les enfants de 5 à 14 ans. Ouais. C'est grave. Non, c'est grave, c'est la crise, ouais. etc. Et puis, dans les milieux ruraux, la prévalence est de 27%, contre 12% pour la zone urbaine. Et ce que je voudrais dire par là, c'est qu'en fait, le phénomène du travail des enfants est un phénomène vicieux. Ce qu'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Parce que souvent, c'est entouré de mythes, c'est entouré de peurs, c'est entouré de... C'est difficile de faire une enquête. Voilà. Ouais, j'imagine, ça ne doit pas être évident. C'est difficile, par exemple, le travail domestique. C'est difficile, pour des raisons éthiques, pour des raisons juridiques, de violer un domicile pour voir si des enfants travaillent ou pas. Ouais. Donc, les enquêtes sont très difficiles dans ce domaine. Et donc, en tout cas, d'après mes lectures sur ce qui a été fait, les enquêtes, j'ai opté pour ne citer que le document officiel, c'est-à-dire l'enquête. Oui, mais la partie cachée elle est là. Bon, vous voyez, moi je vois, mais je pense qu'il faudrait être très prudent parce que ce genre de phénomène est vicieux. Et en matière de droits de l'enfant, quand un seul droit est bafoué, on est obligé de réagir. Il nous suffit de voir ces chiffres. Les chiffres de 22% pour les enfants de 5 à 14 ans, c'est grave. Ah, c'est grave. C'est grave. Et quand on dit travail des enfants, je vous ai dit que c'est bien sûr le travail dangereux et les pires formes. Bon, je ne vois pas ici une différenciation faite par cette enquête qui est sous les yeux. Mais j'estime que les professionnels ont pris la définition de l'UNICEF, c'est-à-dire les travaux dangereux et les pires formes. Oui, toute forme de travail d'enfant. Nous avons oublié de citer que dans les pires formes, il y a l'utilisation des enfants dans le trafic de drogue. Bien sûr, trafic de cibles, conflits armés, pornographie. Voilà. Et ça, c'est recrutement forcé. C'est des choses difficiles à... mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas de la Mauritanie? Je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas de chiffres là-dessus. En faisant des enquêtes en Mauritanie, est-ce que vous avez vu qu'il y a des enfants qui font de la pornographie, qui... pour les besoins de votre émission, trafic de cibles. J'ai lu pas mal d'enquêtes, mais je crois que la plus crédible, c'est celle-là. C'est celle faite par le gouvernement et l'UNICEF à la fois. Et c'est une enquête mandatorie pour l'UNICEF, donc elle se fait tous les 4 ans, tous les 5 ans. Voilà, donc... Mais je voudrais préciser qu'en fait, le problème du travail des enfants, c'est un problème lié essentiellement à la pauvreté. Oui, justement, là on va y aller, mais excusez-moi de vous couper, mais là, tout à l'heure, M. Hanevi, vous avez un petit peu parlé de cette pauvreté qui, soi-disant, c'est sûr que c'est l'un des facteurs les plus puissants qui pousse les enfants au travail. L'exploitation de la pauvreté des parents, parce que pour une famille pauvre, la petite part de revenus qu'un enfant peut apporter grâce à son travail arrive à satisfaire les besoins et peut-être déterminants, c'est sûr.
Mais vous savez que c'est une excuse. Bon, tout d'abord, je crois qu'on a beaucoup parlé des statistiques. Moi, personnellement, je suis très prudent en termes de statistiques. Ouais. Parce que nous sommes dans un pays actuellement ouvert où chacun fait ses statistiques. Justement, il y a beaucoup de gens a dit que c'est difficile aussi de faire des enquêtes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très crédibles, mais qui font beaucoup de statistiques. Et puis bon, après, on se perd dans les statistiques, franchement. Et puis nous, d'ailleurs, en Mauritanie, nous avons des problèmes avec les statistiques. Donc, il faut rester prudent avec ça. Non, mais la pauvreté des parents. La pauvreté des parents. Non, la pauvreté des parents, effectivement, elle impacte les enfants, ça va de soi. Oui. Quand il y a, maintenant, on a parlé des catégories, je veux dire, sociales de la Mauritanie. On a dit qu'il y a une Mauritanie où les enfants sont nantis, il y a une Mauritanie où les enfants ne le sont pas. Quand vous allez actuellement dans l'enseignement public, c'est devenu vraiment comment cela se dit, les enseignants ont déserté, les enfants qui sont là-bas n'étudient plus, ce sont les gens qui n'ont plus de possibilités en fait qui amènent l'enseignement public. Oui, mais ce n'est pas une raison de pousser son enfant, de le placer. Non, c'est la vie qui le pousse, ce n'est pas toi qui le pousse, c'est la vie qui le pousse, ce sont les conditions de vie qui poussent les enfants. C'est une obligation. Une famille, quand elle se lève le matin, il faudrait qu'il ait à manger. Et le petit, si son père n'a rien, il va aller chez son voisin. Et si son voisin n'a rien, il va aller chez le voisin des voisins. Et si le voisin des voisins n'a rien, il va se faire des idées. Et il va aller chercher du travail. Et il travaillera donc pour gagner son pain, n'importe comment. Et c'est malheureusement ce que se fait ici. Vous avez parlé de la drogue tout à l'heure, vous avez raison. Il y a même actuellement, je veux dire, des marchés parallèles qui sont en train justement de vendre de la drogue pour les petits-enfants. Devant les écoles. Voilà, devant les écoles, etc. Et donc ça également, c'est un problème. Je veux dire que la pauvreté aujourd'hui, c'est un grand problème. C'est un grand problème qui menace la stabilité sociale, qui menace l'avenir de la Mauritanie. Parce que les enfants qui sont objets de cette émission aujourd'hui sont l'avenir de la population, sont l'avenir de ce pays. Ce sont ces enfants-là dont les statistiques reflètent. Et d'ailleurs, les statistiques ne reflètent pas, je veux dire, beaucoup de la réalité. Vous avez parlé de la vente d'enfants. On a fait ici des années, les enfants se vendent aux Émirats, ou se louent, je ne sais pas moi. Les filles se vendent à l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas, on a vu des organisations des droits de l'homme qui sont spécialisées, peut-être connaissent mieux que moi ce domaine-là. Mais une chose est sûre aujourd'hui, est que la déperdition scolaire est responsable en grande partie de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des enfants. Maintenant, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'acteurs, chacun d'eux voilà ses arguments, chacun a ses arguments peut-être. Quand tu vas au ministère des Affaires sociales, tu as des choses, on te dit, ils ont certainement un magasin d'arguments. Quand tu vas à l'UNICEF, ils ont leurs arguments. Quand tu vas au système des Nations Unies, toutes les agences spécialisées, chacun d'eux a son argument. L'État, il a son argument. Mais entre tous ces arguments-là, c'est cette petite enfance en fait qui est en train de se perdre. Et d'ailleurs, je salue au passage le choix de cette émission. Il est très judicieux, franchement. Merci. Donc, Boumediene, en fait, comme il dit, des enfants viennent, si des enfants viennent me demander de travail, bah, si je leur interdis, que vont-ils faire en fait? Ils vont aller chez l'épicier du coin et ils vont devoir certainement voler. Est-il préférable de les faire travailler? Est-ce que c'est pas positif de les faire apprendre un métier? Et puis surtout savoir qu'est-ce que ça coûte de gagner de l'argent. Est-ce que c'est une raison? Il y a beaucoup de gens qui avancent ces raisons-là. Cette pauvreté, l'argent des parents ne suffit plus. Est-ce que c'est une raison vraiment? Non, vous avez raison. Je crois que c'est ça la difficulté de ce phénomène de travail de l'enfant. C'est qu'en fait, il y a la pauvreté des parents qui poussent les enfants à aller travailler. D'ailleurs, pour les 22% des enfants de 12 à 14 ans, il y en a 36% des enfants qui travaillent, qui appartiennent à des ménages pauvres, et 8 seulement qui appartiennent à des ménages plus ou moins aisés. Plus ou moins aisés. Ce qui veut dire qu'il y a une corrélation nette entre pauvreté et travail des enfants. Mais il y a aussi les traditions, il y a aussi les croyances. Hein? Par exemple, les enfants talibés, ces enfants qui mendient, ça c'est un avatar d'un phénomène poulard qui envoyait des enfants, des riches,
mendier pour leur apprendre l'humilité. Ça, c'était avant. C'était avant. Ouais, pour leur parce qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus... Pour leur apprendre l'humilité. Ouais. Maintenant, ce sont des enfants qui passent toute la journée à mendier et ils n'ont plus le temps d'apprendre quoi que ce soit. Qui vivent même plus chez leurs parents. Ça, c'est une pure forme de travail. Et tout à l'heure, vous me posez la question, est-ce qu'il y a une pure forme Tout à l'heure, ce matin, je faisais un tour à Oksara, mais j'ai vu des enfants travailler dans des ateliers de peinture, sans masque, sans rien du tout. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ça, c'est dangereux pour le... Oui, avec des matériaux dangereux. Tout à fait. Ils portent des objets très lourds dans les garages. Et là, vous voyez les images que nous avons vues tout à l'heure, des enfants qui cherchent de la ferraille pour les vendre à des adultes. Oui, mais pour revenir à votre question, je crois que la question de... Est-ce que c'est pas trop facile quand on dit... Excusez-moi, mais les spécialistes, quand ils disent interdit de travailler, c'est trop facile quand même. Ils n'ont pas le choix. C'est trop facile. Mais c'est d'abord c'est un droit. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que la Mauritanie, que les pays africains ont ratifié les conventions. Oui. La Convention relative aux droits de l'enfant. Hein, ils ont ratifié les conventions de l'OIT. Donc c'est une obligation. Il est vrai que ces conventions posent des idéaux à atteindre. Oui, c'est facile en Occident. Mais en même temps, il oblige la communauté internationale d'accompagner les pays qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ces conventions-là, et notamment dans le travail des enfants. Il y a des programmes qui sont en cours, et il y a des politiques. Mais ce que dit M. Hanefi, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a une conscience? Non, je crois qu'il y a une conscience. Non. Il faut Est-ce que les gens se rendent compte, en fait, que faire travailler un enfant, c'est grave? Je pense que le problème du droit de l'enfant, c'est un phénomène de longue haleine. Il y a, à ma connaissance, des mesures qui ont été prises. Ces mesures doivent être renforcées, elles doivent être accélérées. Il y a des programmes qui concernent la protection de l'enfant, qui concernent le travail de l'enfant. Il y a une politique sociale qui a été élaborée par une stratégie de politique nationale qui a été élaborée. Il y a un système de protection de l'enfant qui a été mis en place, à ma connaissance, à Nouakchott, à Nouadhibou, et qui devait être étendu à plusieurs autres régions. Mais ça doit être renforcé, ça doit être accéléré. Et il me semble que les budgets des affaires sociales, les budgets de la protection de l'enfant sont insuffisants. Si je prends un exemple, la formation des assistants sociaux qui doivent prendre en charge ces enfants, qui doivent les encadrer. Mais on a un ratio, il y a une étude en 2012 qui trouvait un ratio, tenez-vous bien, hein, on a 120 assistants sociaux, y compris les retraités, sur 3 millions de personnes. Regardez le ratio. 120 assistants sociaux de toute la Mauritanie. De toute la Mauritanie pour 3 millions d'habitants. Si on regarde les budgets des affaires sociales, c'est un budget par rapport à celui de la défense, par rapport à celui de l'intérieur, par rapport à celui de je ne sais quoi. C'est minable. Je m'excuse de le dire. Oui, c'est vraiment... Alors qu'en fait... Hein? Il faut avoir de l'argent pour combattre ces fléaux. Oui, il faut avoir de l'argent pour avoir ces fléaux. Mais il faut un arsenal juridique aussi. Mais le développement est maintenant synonyme de réduction de pauvreté. Et la pauvreté, ce sont les enfants qui sont les plus affectés. Ah oui, bien sûr. Donc si on veut vraiment faire le développement, il faut investir dans les enfants. Ouais. Dans leur éducation, comme il a dit, je crois que l'éducation est très importante. Ouais. Il faut dans leur santé, dans leur nutrition, dans l'eau salibre, hein, parce qu'un bon départ pour les enfants permet de faire une génération. Oui, c'est sûr que c'est l'école, tout passe par l'école. Et d'hommes et de femmes qui peuvent casser le cycle vicieux
de la pauvreté. Donc, M. Hanefi, enfin, c'est un enfant qui travaille, il est davantage exposé à la maltraitance. En fait, ces enfants sont très souvent victimes de violences physiques, mentales, sexuelles. Est-ce qu'en tant qu'activiste de la société civile, est-ce que c'est vraiment le cas en Mauritanie? Bon, tout d'abord, en théorie, tout va bien. En théorie, je dis. Quand on parle maintenant du ministère des Affaires sociales, on peut parler du PNUD, on peut parler de l'UNICEF, tous ces organismes-là, on peut même parler de l'ONU. Parce que même l'ONU, actuellement, avec tous les programmes qu'elle fait, avec tout l'argent qu'elle injecte au nom de l'enfance, au nom de la protection de l'enfance, ce sont des énormes, je veux dire, budgets qui finissent toujours dans les poches de quelqu'un quelque part. Mais oui, ça, c'est un autre. Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, c'est la même chose. Quand il va vers un grand département, par exemple, qui se fixe comme mission de protéger les enfants, de les insérer, de favoriser leur réinsertion, etc., quand il voit le budget du fonctionnement de ce ministère, il dépasse très largement, c'est même pas les 30 ou les 50% de son budget total, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune signification. Et puis en plus, en Mauritanie, il y a des problèmes. Ces problèmes sont là. Un enfant, il faudrait bien que tu l'occupes. On est bien d'accord. Soit il va aller à l'école, soit il va aller dans des centres de loisirs, soit il va aller dans des centres de formation, soit il va aller faire lire le Coran, soit il va aller... Il faudrait que tu l'occupes, l'enfant. Si maintenant, il n'y a pas de... Les horizons sont bouchés pour les enfants, il n'y a pas d'espoir pour les enfants, il n'y a pas de centre, il n'y a rien du tout, qu'est-ce qui reste devant les enfants? C'est soit aller se droguer, soit aller travailler pour n'importe qui, à n'importe quoi, soit aller divaguer tout simplement dans la rue. C'est même pas... Il y a des gens qui travaillent, mais il y a des enfants qui errent avec les chiens dans la rue. Ils ne savent même pas où est-ce qu'il faut aller. Malheureusement, ça, c'est un problème comme ça. Oui, monsieur Hanefi, je suis d'accord avec vous que la situation est préoccupante. Mais ce raisonnement, en fait, automatique, qui dit pauvreté, justification, travail de l'enfant, c'est quand même loin d'être si simple. Il y a des cas où les parents justifient le travail infantile car eux, ils ont travaillé quand ils étaient enfants. Écoutez, aujourd'hui, il y a des acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des acteurs qui sont concernés par ce problème. C'est une question de connaissance. Non, mais attendez, vous avez parlé maintenant de conscience. C'est un mot qui est très gros et il est très important. La conscience, quand elle est nationale, c'est bon. Et national, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs devraient être conscients de ce problème. Aujourd'hui, quand vous allez, on fait énormément de bruit pour rien. Vous avez des ateliers qui parlent des enfants, qui parlent autour de grands thèmes comme la protection des enfants, comme le travail forcé des enfants, comme etc., etc. Mais les gens qui travaillent dans ce secteur-là, les intervenants, les acteurs, qu'ils soient du système des Nations Unies, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient de la société civile, ils font beaucoup de bruit pour très peu de résultats, pour des résultats très maigres. Qui touche, bon, je ne sais pas. Bon, maintenant, chacun, comme je te l'ai dit, chacun te défend. Lui, il disait tout à l'heure qu'il y a des efforts qui ont été faits, qu'ils sont modestes, il y a des budgets, etc. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Toi, tu as un budget, tu as des objectifs, il faudrait que tu arrives à les réaliser. Si tu les réalises pas, il faut démissionner. Il faut démissionner, ou il faut avancer des arguments, ou il faut je ne sais pas quoi. Parce que chacun dans le problème aujourd'hui de ce pays-là, c'est que les gens ne font pas ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent. Et ça, c'est un problème. Et les enfants, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème de demain. Ouais, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir des pays. Ouais. Et si on ne s'occupe pas justement de ce problème-là pour le régler, aujourd'hui, quand tu vas dans les écoles, il y a énormément de bureaux de parents d'élèves. Ils ont même des budgets, ils ont même des rallonges, ils ont même des soutiens de l'État. Il y a un travail de coordination. Mais ça, c'est vraiment du travail dans le vide. Parce que quand tu regardes en contrepartie de ces efforts-là, de cet argent qui se donne, de ces voyages, de ces rapports, de tout cela, tu n'as pas véritablement la contrepartie, je veux dire, en gain, en termes de gain. Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, on a parlé de l'enseignement public, mais je te dis, allez-y faire un reportage au niveau de l'enseignement public. Allez-y dans les écoles primaires. Moi, personnellement, j'ai fait l'enseignement public en 70. Et je t'assure que nous sommes loin du compte. Oui, mais c'est le pays en général qui... Non, mais en général, bon, ça, tu sais, bon, il y a des décisions politiques qu'on prend. Non, il y a des décisions qu'on prend. Ces décisions, c'est un décideur, lui, il prend une décision. Mais est-ce que cette décision réellement reflète l'intérêt, je veux dire, comment dirais-je, de la société, du peuple où il est, ou est-ce que c'est du copier-coller, ou c'est de l'imitation, est-ce que c'est
c'est pour la démonstration de la fantaisie. Mais en tout cas, aujourd'hui, toutes les décisions qui ont été prises, je veux dire, dans deux domaines au minimum, dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de la santé, ne reflètent pas du tout, l'intérêt du pays. Ouais. En fait, monsieur Alevi... Et quand je dis ça, parce que dans le domaine de l'enseignement, pourquoi? Aujourd'hui, l'enseignement, c'est du n'importe quoi. Parce que l'enseignant, tu le cherches en classe dans l'école publique, il n'est pas. Tu le cherches en classe dans l'école privée, il n'est pas. Et donc, il est entre les deux. Et il ramasse beaucoup plus d'argent dans le privé que dans le public. Et c'est le cas également du docteur. Tu vas le trouver dans son... Du médecin, tu vas le trouver dans l'hôpital, il est vide. Mais quand tu le vois dans sa clinique, il est là. Ouais, et donc, il n'y a pas eu, malheureusement, le législateur, lui. Mais toi, un docteur, un cadre, le contribuable a payé de l'argent pendant 7 ans pour que ce bonhomme-là se forme. Et quand il revient, il ouvre sa clinique ou il ouvre son école privée au détriment justement de la collectivité et qu'on le laisse faire. Il faudrait qu'il y ait des lois qui interdisent. Non, il faudrait d'abord qu'il y ait des lois qui interdisent à ces messieurs de ne se donner à des métiers privés, hein, que quand il va à la retraite. Il faut qu'il paye quoi. Non, que quand il va à la retraite, il faut débourser ce qu'on a payé pour toi et puis après tu n'as qu'à ouvrir toutes les cliniques ou toutes les classes. Ouais, en fait, quand on parle de volonté politique, là je vous pose une autre question parce que c'est vrai, la volonté politique c'est important. Mais c'est une question de connaissance en fait. Comment faire comprendre à ces parents qui envoient leurs enfants travailler que l'apport économique de cet enfant qui peut être de 400 à 500 gains par jour enlève beaucoup plus au futur de cet enfant. Est-ce que tu vas les trouver? Et donc bien sûr au futur de sa famille. Mais est-ce que tu vas les trouver justement? Comment faire? Est-ce que tu vas les trouver? Non. C'est notre rôle à nous non, tous mais là. Non, ses parents ils sont avec lui. Non, ses parents ils se retrouvent avec lui dans la ville. Ils cherchent eux aussi. Ils travaillent, ils font un travail forcé. Mais c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle à nous. C'est la loi de la pauvreté. Comment faire expliquer à ses parents qu'en fait ils deviennent plus pauvres? C'est vicieux. Quand vous envoyez votre enfant travailler, ça veut dire que qu'est-ce qu'il ramène lui? Il va devenir plus pauvre et la famille va devenir plus pauvre. Comment faire en fait? Non, je crois que vous parlez de quelque chose de très important. Le problème de la protection de l'enfant, le problème des droits de l'enfant, c'est une question holistique où il y a tous les aspects. Et je crois que ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'environnement protecteur de l'enfant, ouais. qui englobe tous les domaines. Les politiques, les lois, la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, mais également un domaine très important dont vous venez de parler, l'éducation, la sensibilisation. Ouais. Il faudrait que l'on ait une approche de sensibilisation des familles, sensibilisation des enseignants, sensibilisation des parents, des sensibilisations des pères. Père, je veux dire P-A-I-R-E, c'est-à-dire des enfants qui vont à l'école, qui ont des amis qui ne vont pas à l'école. Il faudrait qu'on utilise ceux qui vont à l'école pour sensibiliser les autres pour aller à l'école. Donc, ceux qui cherchent des petits contrats d'apprentissage, voilà. soi-disant pour ramener de l'argent. Mais ça, c'est un phénomène, plutôt c'est une question de politique, de volonté politique, mais aussi il y a comment dirais-je, il faudrait être rationnel dans ce conflit. Il y a un phénomène. On ne va pas attendre de traiter ce phénomène de travail des enfants, attendre le traitement que tout soit mis en place. Il y a des enfants qui sont dans des pires formes ou dans des travaux dangereux. Il faut encadrer ces enfants, il faut soutirer ces enfants. Et ça c'est la loi. Voilà, il faut une loi. C'est la loi, mais il y a aussi des programmes. Il y a des programmes en faveur de ces enfants, mais il y a des programmes qui doivent être dirigés vers les familles de ces enfants pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Et je crois que la société civile, l'État, les partenaires de développement ont tous leur rôle à jouer. Je dirais même les bonnes volontés, les hommes d'affaires, les banques, les entreprises. Tout le monde est responsable de cela. Donc une fois que, et parallèlement aux opérations, aux programmes qui doivent soutenir ces enfants à leur travail, à travers des programmes de formation, à travers des programmes d'éducation, à travers des programmes d'activités génératrices
de revenus pour les familles, on continue la politique, on continue d'améliorer l'environnement protecteur, on continue à prendre des lois pour améliorer l'environnement juridique qui protège ces enfants. On peut élaborer des politiques nationales et des stratégies de lutte contre ce phénomène, hein, et bien d'autres. Donc je crois qu'il y a des mesures à prendre à court terme, mais il y a des mesures qui sont de plus long terme. Mais je reviens pour insister sur le fait que le problème est un problème de pauvreté. Oui, et je suis d'accord. Il faudrait. Mais c'est quand même facile de dire parce que je suis pauvre, donc je vais faire travailler mon enfant. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc il y a l'école publique, elle existe. Je veux dire que les pouvoirs publics, les partenaires de développement doivent investir dans l'enfance, dans une bonne éducation pour les enfants, une bonne formation professionnelle pour les enfants qui travaillent déjà, une politique de santé, de prise en charge des enfants dès leur premier âge, hein, et de leur assurer une santé physique, mentale, hein, et de leur assurer un environnement protecteur des enfants. Je crois que ce sont on devrait marcher à plusieurs vitesses. Vitesse immédiate. Hein. Il y a des cas qui sont dangereux, qui sont urgents. Hein. Il y a des enfants qui risquent leur vie. Travail dangereux. Quoi. Voilà, qui risquent leur vie. Il faut les soutenir tout de suite. Et il faudrait leur trouver des solutions de placement dans des familles d'accueil, dans leur famille, leur faire des formations professionnelles, et les mettre à l'école, etc. Et moi, je vois une autre forme de risque pour les enfants. Je ne sais pas si vous jetez un coup d'œil sur ces concessions fermées, où il y a des gardiens qui ont des enfants qui ne vont pas à l'école, et qui ne travaillent même pas, qui passent toute la journée à se balader. Oui, qui ne travaillent pas et qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école. C'est souvent, je ne sais pas, est-ce que ça existe? Et ça, c'est quelque chose aussi de très grave. C'est un phénomène très grave. Oui, parce qu'il n'aura aucune possibilité d'évoluer dans sa vie professionnelle, ni sociale, parce qu'il ne va pas à l'école, ne travaille pas. Donc voilà. En fait, pour ceux qui n'ont pas été scolarisés, il y a un phénomène en Mauritanie quand même, parce que les parents qui n'ont pas les moyens envoient souvent leurs enfants à des proches en ville pour assurer leur scolarité. Et souvent, ces proches les exploitent à d'autres fins. Bon, justement, c'est ça la société civile. Il y a des exemples en Mauritanie. On a tendance à remettre tout sur la pauvreté. Moi, je crois que la pauvreté, elle est chez nous, pas forcément nécessairement économique. Oui, c'est facile, c'est vrai. Non, je veux dire que nous avons une pauvreté plutôt morale, civique. Moi, personnellement, je pense qu'en Mauritanie, il y a des hommes. Culturel, d'ailleurs. Non, culturel, bien sûr, social, tout ça. Moi, je pense qu'en Mauritanie, il y a des hommes, il y a des moyens, il n'y a pas de raison que les gens ne réussissent pas. Il n'y a absolument aucune raison. Mais il y a un grand problème de ressources humaines. Et quand on dit ressources humaines, c'est pas parce que c'est pas un problème, je veux dire, forcément de qualification professionnelle, de machin, mais c'est surtout un problème de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pauvreté morale. Les gens, moralement, en réalité, ne sont plus à un certain niveau, ils ne sont plus même à une certaine moyenne. Oui, il y a un problème de connaissance. Voilà, et culturellement, et tout ça pose un problème. Mais bon, tout compte fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand on regarde sur les 20 dernières années, le volume des enveloppes financières qui ont été engagées au service de développement social et économique de la Mauritanie, c'est énorme. Et cela n'a pas du tout, non mais vraiment pas du tout, réduit l'écart entre la classe riche et la basse classe. Parce que d'abord, il n'y a pas encore une classe moyenne. Et donc, malheureusement, on a tendance véritablement de penser que cet argent ne va pas vers les bénéficiaires. Ne va pas vers les bénéficiaires. Et donc, malheureusement, ça donne quoi? Quand on dit maintenant 16%, ça fait quelque chose comme 600 000 enfants qui font des travaux précoces en Mauritanie. Mais c'est vraiment inquiétant. Il y a lieu véritablement de tirer la sonnette d'alarme. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de volonté politique.
Mais il y a quand même un côté de l'ignorance des parents. Mais attention, la volonté, que, non, il faut, attention, la volonté politique, il faut distinguer entre les volontés politiques. La volonté politique, il y a, qu'est-ce que c'est que la volonté politique? Les décideurs, je dis bien, ceux qui décident. Il y a combien de décideurs? Le problème est là. Vous avez un programme, vous avez d'abord un président. Ce président, il a un programme. Après, il a ce qu'on appelle un gouvernement, qui a un outil de mise en œuvre de ce programme-là. Et c'est donc ce gouvernement qui doit mettre en œuvre fidèlement, je veux dire fidèlement, le programme de ce président. Est-ce que cela a été déjà le cas? Je ne me rappelle pas en réalité que ça a été le cas pendant les 30, les 40 dernières années. Parce que tant qu'il n'y a pas une nouvelle conscience nationale, que la Mauritanie est un pays comme les autres, d'ailleurs nous sommes mieux que les autres, nous sommes beaucoup plus riches que les autres, nous avons beaucoup plus de potentialités, nous avons beaucoup plus d'intérêt. Oui, n'oublie pas que c'est un phénomène international quand même. Non mais, quand même toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Ouais. Il y a des pays quand même qui sont, quand on regarde dans la région par exemple, nos pays voisins, nous, quand on regarde le Sénégal, les arachides, mais c'est un pays en tout cas où les enfants travaillent moins que chez nous. Quand on regarde au Maroc, 30 millions qui n'ont rien à part le tourisme, c'est des gens qui sont bien. Mais comment faire, quand on regarde la Tunisie, un pays d'intellectuels qui n'a que la culture. Mais monsieur Hanifi, comment faire en fait? Comment faire pour que ces parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, pour qu'ils n'agissent pas de la sorte? Je ne sais pas moi, est-ce que l'école obligatoire est une non, pense-toi qu'il y a des parents, qui veulent que leurs enfants mendient. Ouais. Non. J'imagine. Non. Je crois. Non, je ne suis pas. Non, moi je suis de bonne foi. Non, moi je ne peux pas croire ça. Je ne pense pas véritablement, moi personnellement, qu'il y a une famille aujourd'hui, un père qui a une dignité, une mère qui a une dignité, qui lui fasse plaisir que son enfant mendie. Mais il va travailler. Comme il l'a dit tout à l'heure, il y a quand même quelque part une responsabilité. Bon, je ne sais pas. Quand tu prends une famille pauvre aujourd'hui, c'est toute la famille qui est dans la ville versateur, Ahmed. Est-ce qu'on peut obliger les parents à envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que l'école obligatoire est une solution pour vous? Non. De 5 à 16 ans, disons. De 14 ans ou de 5 à 15 ans. Je ne pense pas que l'école aujourd'hui, dans les schémas de la Mauritanie, peut être obligatoire. Pourquoi pas? Il y a des écoles publiques. Mais non, rien, les écoles ne sont pas. D'accord, mais ils sont dépourvus, les écoles publiques. Ouais, non, ils sont. Chauffe, je vais te dire une chose. Ouais. Il faut faire un choix. Tu sais, dans ce monde-là, il faut faire un choix, il faut l'assumer. Si tu veux doter ton pays de la démocratie alors que tu n'as pas le capital pour payer cette démocratie, il faut payer les pots cassés. Et les pots cassés, c'est ça. Les pots cassés, c'est ça. C'est-à-dire, tu as une population en majorité analphabète, tu as des petits moyens, tu as des cela, et tu veux imiter des gens en réalité qui existent depuis des années. Mais cette pauvreté, et moi je dis bien, monsieur Selmois a tout à fait raison, moi je dis bien aussi une ignorance des parents qui les pousse à envoyer leurs enfants au travail. Existe-t-il des solutions? Est-ce que l'école, par exemple, l'obligation de l'école peut être une solution? Moi, je persiste à dire que... L'école obligatoire, quoi. Oui, je persiste à dire que le problème est essentiel, ou la cause essentielle du travail des enfants, comme il a dit, les parents n'envoient pas leurs enfants par plaisir à mendier. La majorité. Oui. Ils l'envoient par nécessité. Oui, il y a nécessité, mais il y a aussi paresse, il y a ignorance. Par nécessité. Je persiste à dire que le développement, actuellement, aujourd'hui synonyme de réduction de pauvreté. Mais je vous concède que le développement, quand on parle de développement, il faudrait parler de développement durable. Et je vous concède que dans le développement durable, il y a les 4 dimensions. La dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension gouvernance. Vous avez raison d'y insister. Parce que tout dépend de cela. Si les moyens sont mis en place et s'il y a une mauvaise gouvernance, il n'y aura pas de résultat. Ça, je vous le concède. Mais je pense aussi, la mauvaise gouvernance est mère de tous les maux. Oui, mais je pense également qu'il faudrait dire que le phénomène de travail d'enfants est un phénomène mondial. Oui. Dans les pays du Nord, il y a des pays où il y a encore le travail des enfants. L'Italie, par exemple, et même les États-Unis, il y a des cas de travail des enfants. Donc, il est vrai qu'en Mauritanie, c'est quand même un phénomène
extrêmement grave. Oui, quelles sont les solutions les plus... Oui. C'est une très bonne... Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, qui ont été appliquées dans d'autres pays? Je dois dire que moi, je vois qu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État mauritanien et ses partenaires de développement. J'en ai cité certains. Il y a des programmes spécifiques de protection des enfants. Il y a un système national de protection de l'enfant qui a été mis en place et qui se base sur la communauté, qui se base sur la participation des autorités locales, des ONG, etc. Et ce programme a été mis en place en 2011 avec Anouakchott Malibou et à ma connaissance, il a été dupliqué dans d'autres régions. Je n'ai pas les informations exactes de la suite. Et je crois aussi qu'il y a cette stratégie nationale. C'est déjà une bonne chose, parce qu'il y a plus de conscience. Il y a cette stratégie nationale de protection sociale qui a été élaborée, qui a été validée. Et j'ai écouté les informations il y a quelques jours. Il y avait un séminaire, un autre, sur cette stratégie, un autre séminaire. Et également, il y a des lois qui ont été prises. Parce que n'oublions pas que la dimension droit de l'enfant, ce n'est pas seulement des mesures économique. Ouais, c'est aussi des mesures juridiques, c'est des mesures sociales. Il y a la loi sur la protection pénale des enfants. Il faut dire que je suis absent depuis quelque temps de ce domaine et que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour documenter. Pour mettre en actualiser mes informations sur le... Monsieur Hanevi, en fait, dans un pays où la majorité des jeunes, là quand vous dites 22% des enfants, c'est quand même alarmant, vivent avec des boulots de riz. Est-ce que le pouvoir peut légaliser l'emploi des enfants pour en limiter les dérives? Moi, je crois que le pouvoir, c'est qu'il... Est-ce que vous croyez que c'est une solution? Non, je pense qu'il y a mieux d'ailleurs que ça. Je pense que le pouvoir, il peut tout simplement jouer un rôle vraiment très avant-gardiste pour faire revenir les enfants en classe. Non pas pour légaliser leur travail, mais pour les faire revenir en classe. Donc obliger les parents à envoyer les enfants à l'école? Tu n'as pas besoin de les obliger. Il y a des conditions, je veux dire, environnementales qu'il faut mettre, il y a des conditions éthiques. Il faut des lois quand même. Mais les lois ont été mises en place. Ce n'est pas un problème de loi. On a maintes fois dit que le problème ici, ce n'est... Moi je te dis, il y a eu un moment, là, je pense, il y a 2 ou 3 ans, il y a une bonne communauté de parlementaires qui avait... voter une loi, je ne sais pas, pour protéger les enfants, pour les accompagner, pour interdire le travail précoce des enfants, etc., avec l'UNICEF et tout ça. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, ça reste toujours dans le domaine du bruit. Mais en pratique aujourd'hui, vous avez posé une question tout à l'heure, comment? Moi, je vous dis qu'ici, le problème de ce pays est que tout est regardé avec les yeux de la politique. Tout est politisé. Même les enfants sont politisés. Et si on ne met pas la politique de côté pour servir le développement social et économique de ce pays, je crains personnellement que les choses vont aller de mal en pis. Oui, mais parce que tout simplement, entre nous là, en tant que spécialiste, vous êtes des spécialistes du domaine. En tant que journaliste, je me suis intéressé à CG, vous posez des questions. On essaie de trouver des solutions. Il faut quand même que nos intellectuels trouvent des solutions. Les solutions... Si vous envoyez un parent, excusez-moi, si vous envoyez un parent en prison parce qu'il n'a pas envoyé son enfant à l'école, ça ne va pas être la fin du monde. Ahmed, je vais vous dire une chose. Les solutions doivent être globales. Tu ne peux pas, nous, dans ce pays, on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre les enfants et donc régler le problème en dehors des autres problèmes qui les entourent. Il faut régler les enfants des professeurs. Il faut régler les problèmes du pouvoir d'achat. Il faut régler les problèmes de la politique. Je viens. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en Mauritanie. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que toi, tu te définis un objectif. Tu dis, moi, je vais aller vers l'objectif A. Il faudrait que tu aies soit une alternative si tu ne peux pas aller vers l'objectif A, soit que tu aies les moyens d'aller vers l'objectif. Notre objectif en Mauritanie aujourd'hui, c'est quoi?
On ne sait pas ce qu'on fait en fait. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire que moi je voudrais une réponse à cette question. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vers une éducation unifiée, standardisée, où l'État est fort, l'enseignement public est fort, où où nous avons une bonne planification, une bonne adéquation à ce qu'on veut l'année prochaine, 3 ans, 4 ans, en matière de docteur, en matière d'ingénieur, etc., etc. Est-ce qu'on veut privatiser aller vers la privatisation pour permettre à tout le monde donc d'enseigner comme elle veut, où elle veut, quand elle veut, avec la langue qu'elle veut, avec la culture qu'elle veut? Est-ce que vous avez aujourd'hui, en Mauritanie, nous avons actuellement des milliers d'écoles, des milliers de pays. Chacun d'eux a son école à lui, avec son drapeau, avec sa culture, avec sa langue, avec sa façon, lui, de vouloir nous former, de vouloir nous façonner, de vouloir nous... Donc c'est général, quoi. En fait. Malheureusement, c'est un problème comme ça. Il faut, comme je l'ai dit, il faut ça. Non, non, donc, malheureusement, il faut savoir, il faut demander aux Mauritaniens qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, et quand on le sera à ce moment-là, eh bien, l'émission aura son sens. Donc en fait, M. Modiane, donc le travail infantile est une réalité dans notre pays, donc on est tout à fait d'accord. Comme il est très difficile de lutter contre ce phénomène, si le pouvoir, en lui posant la même question, si le pouvoir légalise ce travail pour protéger, les droits des enfants travailleurs et leur garantir au moins la sécurité au travail, est-ce que vous croyez que ça peut être une solution? Je crois que dans le domaine de la législation, je crois que les conventions internationales précise qu'il faudrait que tous les États partis, c'est-à-dire les États qui ont ratifié ces conventions, doivent intégrer dans leur législation un âge minimum d'admission. Qui est mineur, qui n'est pas, quoi. Voilà. Et si je ne m'abuse, la Mauritanie, c'est 12 ans, je crois. Oui, donc c'est pas pareil voilà. C'est 12 ans, dans d'autres pays, c'est 14 ans. 15 ans, dans d'autres pays. Oui, il y a des lois pour faire travailler des enfants à 16 ans. Ça dépend. Il est vrai que il faudrait qu'il y ait des lois, mais que ces lois soient applicables et qu'on les mette en œuvre. Mais il y a également l'éducation. Et l'éducation, c'est quelque chose de très important. Je crois que non seulement pour sortir à court terme, à long terme, de ce phénomène de travail des enfants, il faut une école digne de ce nom. Il faut généraliser l'enseignement. Donc quand on dit l'âge minimal légal, c'est-à-dire que ma question est-ce que si on légalise le travail de l'enfant qui a 7 ans, 8 ans ou 9 ans, est-ce qu'on peut légaliser ça pour pouvoir régler ce problème? On est obligé de passer d'un âge minimum de travail. Ben justement, pourquoi pas? Moi, je crois que... Un mineur, en raison de son âge, c'est vrai qu'il représente... Je ne suis pas juriste, mais je crois justement, c'est un problème juridique. C'est vrai qu'un mineur ne représente pas un degré de maturité générale suffisamment pour que le droit puisse, par principe, attribuer un comportement effet juridique. Non, je crois que dans la législation... Il faut des spécialistes. Il y a un âge minimum. Oui, j'imagine, il y a un âge minimum. Mais ce n'est pas seulement un problème d'âge. Moi, je vous ai dit que le phénomène, comme vous l'avez dit, il faudrait 2 voies pour le traiter. Il y a une voie à court terme. Et ça, il y a des enfants qui sont dans des travaux dangereux. Oui, je vois très bien ce que vous dites. Il faut commencer d'abord par ça. Des programmes spécifiques. D'abord et ensuite. Spécifiques, non, mais parallèlement. Ouais. Spécifiquement pour ces enfants. Il faudrait des programmes de formation, il faudrait des programmes d'activités génératrices de revenus pour leur famille, parce que il faut vivre aussi des familles, ça il ne faudrait pas l'oublier. Et ces familles ont besoin d'un revenu pour vivre. Oui. Hein? Mais également, il faudrait penser à l'avenir. Il faudrait généraliser l'enseignement. Il faudrait soutirer... Généraliser et voilà. Il faudrait soutirer ces enfants-là. Mais l'enseignement, il est général. Il y a des écoles partout. Oui, mais l'accessibilité. Il y a des écoles partout. Théoriquement, on ne peut pas obliger les parents à envoyer leurs enfants à l'école, c'est un problème. Je crois que le problème n'est pas un problème de vouloir des familles, c'est un problème de pouvoir. Hein? Oui, parce que de pouvoir. En gros, familles, on revient toujours à la pauvreté. Voilà, des familles qui n'ont pas de quoi acheter un cahier, qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants à l'école, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et je crois que c'est un problème majeur. C'est un problème toujours les conditions de vie précaires des parents. Fondamental. Donc, à mon avis,
il faut ce problème d'éducation, il faudrait un problème de gouvernance, il faudrait... oui, donc parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. En fait, malgré tout, le fait qu'on peut dire tout à l'heure, et à longueur d'émission, on a parlé des conditions de vie précaires des parents, que ça joue un grand rôle, ou même tout le rôle en fait dans l'exploitation des enfants. Quelles que soient les raisons évoquées pour justifier le travail des enfants, il faut se demander quand même dans quelle mesure les parents ont failli à leur responsabilité. Non, je veux bien qu'on parle de ce point-là. Moi, je ne suis pas d'accord que les parents ont failli à leur responsabilité. Moi, je suis d'accord surtout que le pays tourne en rond un moment jusqu'à qu'il sache en réalité quelle destination il va prendre. Ça, c'est très important. Parce que pourquoi nous sommes dans ces problèmes aujourd'hui? Non, mais je vous dis... Parce que la responsabilité des parents pour vous n'est pas la plus... Non, elle n'est pas mise en cause. Il y a, vous savez, la famille, c'est la plus petite cellule de la société. Ouais. Il y a des intervenants. Je pense qu'il faut améliorer la coordination. Si vraiment on cherche des solutions ponctuelles en attendant, améliorer la coordination entre les acteurs, les intervenants dans ce domaine, et voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en place des programmes d'insertion, etc. Finit, donc est-ce qu'on est tenté quand même de dire que la responsabilité des parents est très limitée parce qu'ils sont pauvres, donc on n'y peut rien, ils n'ont pas le choix. Non, je crois qu'en matière, matière de droits de l'enfant, tout le monde est responsable. Les individus sont responsables, les parents sont, les familles sont responsables, l'État est responsable, les collectivités locales sont responsables, les associations de la société civile sont responsables. Nous sommes tous responsables. Donc vous appelez à une vigilance accrue pour parvenir à l'élimination du travail des enfants? J'appelle à des programmes spécifiques pour ces enfants, qui sont de plusieurs natures. Nature sociale, éducation, sensibilisation. Donc vous croyez qu'un monde sans travail des enfants est possible? Pardon? Un monde sans travail des enfants est-il possible? C'est un idéal. C'est un idéal et je pense que... C'est possible. Je reviens sur mon idée essentielle et je crois qu'elle est partagée par beaucoup de monde. C'est que maintenant, financer le développement, c'est investir dans les enfants. C'est-à-dire investir dans l'éducation des enfants, investir dans la santé des enfants, investir dans la nutrition des enfants. Et c'est ça la voie pour arriver à un développement économique et social du pays. Donc je conclue, avant j'ai fini, vous poser la Moi je réponds à la même question. Vous croyez qu'un monde sans travail des enfants est possible? Non, je crois qu'une Mauritanie sans le travail des enfants est possible. Pas un monde, mais la Mauritanie sans le travail des enfants est possible. C'est un pays très riche, c'est un pays qui a des moyens, qui a des hommes, qui a des ambitions, et on ne doit pas en réalité chercher des solutions faciles. Voilà, légaliser le travail des enfants, alors que nous avons des moyens qui peuvent être à la disposition de nos enfants, parce que c'est notre avenir, c'est tout. Voilà. Donc ce sera le mot de la fin, et puis surtout, on revient sur l'idée générale de ces débats, n'ayant pas de revenus stables et ayant beaucoup d'enfants à la charge. Certains parents, malheureusement, placent leurs enfants au travail et tirent un revenu de façon plus ou moins périodique. Sachez que ceci est un leurre, puisqu'en réalité, le travail des enfants perpétue la pauvreté. C'est un cercle vicieux, car le travail conduit l'enfant à avoir des revenus maigres. Ce travail est donc à la fois cause et conséquence de la pauvreté. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces débats. Et puis, je remercie en votre nom M. Abdoulaye Boumediene, spécialiste de la protection de l'enfant, et M. Issel Mohanevi, qui est journaliste et activiste de la société civile. Très belle semaine à tous et excellente soirée. À très bientôt.